Bonjour, on est des jeunes de la mission locale. On travaille sur un projet Soyons fous sur la santé mentale. Pouvez-vous vous présenter et pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Bonjour, je suis Sophie Meunier, je suis psychiatre sur le centre Esquirol et nous avons créé sur le centre une unité mobile spécialisée dans l'intervention précoce. Qu'est-ce que c'est l'intervention précoce ? C'est aider les jeunes qui présentent un premier épisode psychotique, mais les aider vraiment au tout début de leurs symptômes, parce que c'est une structure qui manquait sur notre territoire, comme partout en France d'ailleurs. Alors, moi, je m'appelle Erwan Normand, je travaille dans l'équipe mobile de soins intensifs depuis 2018. J'occupe un poste d'éducateur spécialisé, c'est ma formation de base, et le poste, c'est case manager. Donc, notre travail, c'est d'accompagner le jeune au quotidien, et des jeunes qui présentent du coup un premier épisode psychotique, qui sont à risque de faire un premier épisode psychotique. Pourquoi j'ai choisi ce métier ? Éducateur, moi, en fait, j'aimais bien travailler avec les jeunes. Quand j'étais adolescent, j'ai passé le BAFA et j'avais bien apprécié faire ça sur mes temps de congé quand j'étais à l'école. Et après, j'ai découvert le métier d'éducateur et je me suis lancé. Et après 10 ans de travail, il y a eu une offre d'emploi en psychiatrie. Je connaissais pas trop la psychiatrie et j'ai commencé à travailler là-bas, ici dans cette équipe à mi-temps et après à temps plein dans l'équipe du docteur Meunier. Eh bien, en fait, quand j'ai commencé à faire médecine, je ne savais pas que j'allais devenir psychiatre. Mais finalement, toutes les spécialités en médecine ne me convenaient pas, puisqu'elles prenaient en soin un organe d'un individu. Et moi, je voulais m'occuper de la personne dans sa globalité, plus une prise en charge holistique. Et la psychiatrie m'a apporté cet ensemble et m'a permis d'aider en fait, les personnes dans leur environnement, et aussi dans leur santé mentale. Après, je me suis spécialisée sur le jeune adulte et actuellement plus dans la tranche d'âge 15-30 ans parce qu'il y a tout à faire et c'est l'avenir en fait des personnes. Et quand les personnes sont au courant de leurs symptômes et mettent en place des choses pour faire face à leurs difficultés, eh bien elles évoluent et fonctionnent bien quand elles sont adultes. C'est quoi la santé mentale pour vous en 3 mots ou en une phrase ? Pour moi, la santé mentale, c'est ce qui permet de se sentir bien dans sa vie, de s'épanouir et de s'intégrer dans la société. La santé mentale, c'est très vaste. C'est maintenir un état de bien-être malgré parfois des parcours de vie complexes. Avoir des difficultés, souffrir de pathologies, qu'elles soient aiguës ou chroniques, on peut toujours se relever. Et la santé mentale, c'est un global de positif et de négatif, mais toujours continuer à se battre et à fonctionner. Est-ce que la santé mentale est toujours un sujet d'actualité ? Est-ce que c'est facile d'en parler aujourd'hui ? Alors c'est facile d'en parler pour nous psychiatres parce que nous connaissons les pathologies et je pense que ce n'est pas la même chose pour tout citoyen car quand des choses sont mal connues ou qu'elles inquiètent, qu'elles font peur, il est beaucoup plus facile de ne pas en parler. Un petit peu comme les choses taboues, on évite de parler des choses qu'on ne connaît pas et des choses qui font peur. Il faut toujours informer les gens et les aider à comprendre ce que peuvent vivre des personnes en difficulté sur le plan de leur santé mentale afin qu'elles puissent mieux les comprendre et accepter la différence de chacun. Pour moi, c'est toujours un sujet d'actualité et c'est vraiment important de pouvoir déstigmatiser le fait de parler de sa santé mentale. Aujourd'hui, quand on a des problèmes de santé mentale, on le voit bien chez les jeunes, c'est compliqué d'en parler parce qu'on a peur d'être jugé ou d'être considéré, je vais mettre des guillemets, comme fou. Et pour moi, c'est vraiment important de pouvoir que chacun puisse s'exprimer sans crainte d'être jugé. C'est pour ça que nous aussi, on fait des interventions dans les lycées parce que nous, on voit bien, plus c'est pris en charge tôt, ces difficultés que tout le monde peut traverser, plus il y a de chances d'aller bien tout le reste de sa vie. Et comme le disait le docteur Meunier, c'est un vrai sujet tabou aujourd'hui. Le travail qu'il serait important de mener, ce serait de pouvoir faire que chaque personne puisse se sentir capable d'en parler, de pouvoir interpeller quelqu'un et favoriser une prise en charge s'il y a besoin rapidement. Pouvez-vous présenter l'équipe avec qui vous travaillez ? Pourquoi les jeunes viennent à l'EMSI ?
Alors, l'équipe mobile de soins intensifs pour jeunes adultes est composée de soignants, 9 case managers. Donc, Erwan vous a dit en quoi consistait ce métier. Et les case managers sont des infirmiers, des éducateurs, assistantes sociales qui accompagnent les jeunes présentant des premiers symptômes psychotiques ou à risque de transition psychotique dans leur environnement pour leur permettre de maintenir un bon fonctionnement malgré les symptômes qui naissent chez eux. Donc on a des case managers, on a aussi 2 neuropsychologues qui nous aident à faire des bilans chez les jeunes cognitifs et qui vont aussi aider le jeune à faire de la rééducation, ça s'appelle la remédiation cognitive, parce que les jeunes qui présentent un premier épisode psychotique ont souvent des troubles de concentration, des troubles de mémoire, des troubles d'attention. Mais on peut faire quelque chose, on peut améliorer, c'est un petit peu de la kiné du cerveau. On a aussi on prend en soin les jeunes de manière individuelle, mais aussi en groupe, où on leur permet d'améliorer leur assertivité, de reprendre confiance en soi, parce que quand on vit un épisode psychotique, eh bien, on est très démuni face aux symptômes qui sont parfois très bruyants et très inquiétants. Ça crée beaucoup d'anxiété. Donc, reprendre confiance en soi, c'est une priorité. Ensuite, il y a d'autres groupes qui permettent de comprendre ce que c'est qu'un épisode psychotique. Il y a d'autres groupes aussi sur la resociabilisation avec, dans le milieu de vie, ils font des activités, du sport, des activités culturelles. Et puis, il y a aussi des groupes qui sont destinés aux familles pour que les familles comprennent bien les difficultés du jeune. Et donc ça, c'est plus le soir. Alors, les jeunes, ils viennent à l'EMSI parce qu'ils ont une certaine catégorie de symptômes. On appelle ça les symptômes psychotiques. C'est des jeunes qui peuvent, par exemple, avoir ce qu'on appelle des hallucinations, entendre des voix ou entendre qu'on les appelle dans la rue. Ou, par exemple, avoir ce qu'on appelle aussi des idées délirantes, des idées comme, par exemple, qu'on les observe, qu'on leur veut du mal. Et souvent, c'est des jeunes, en fait, qui vont bien et quand ils arrivent à l'adolescence, ces symptômes arrivent et ça les empêche de fonctionner. Donc pour eux, c'est difficile de continuer à aller en cours. Et c'est des jeunes qui vont avoir tendance à s'isoler. Et donc ces jeunes, ils arrivent dans notre équipe parce qu'ils sont adressés par des services, un médecin, par leur famille. Parce que les gens autour d'eux voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si des fois, ils n'arrivent pas forcément à le nommer. Donc notre équipe, elle est connue pour travailler avec ce type de jeunes qui ont ce type de difficultés. Et donc ces jeunes, ils sont adressés et ensuite, ils sont évalués par l'équipe. Et si ça rentre dans les critères d'admission dans notre équipe, si c'est un premier épisode psychotique ou s'ils sont à risque d'en faire un, on les prend en charge. Pouvez-vous nous raconter une journée type pour vous ? Alors, moi en général j'arrive à 9h30. Dans nos missions, on a l'évaluation, comme je disais tout de suite. Donc, quand des jeunes arrivent et sont adressés dans notre service, on les rencontre, on leur fait passer des échelles et on échange avec eux pour comprendre leurs problèmes, leurs symptômes. Et voilà, donc ça c'est une première partie. Donc c'est pas des jeunes que j'ai en charge, c'est des jeunes qu'on évalue avant qu'ils rentrent dans le service. Ça c'est des rendez-vous d'1h30 en général. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, j'aime bien prendre mon temps. Ensuite je vais rencontrer les jeunes que j'ai en charge, donc je suis le case manager. Donc par exemple, sur les coups de 11h, je vais aller chez un jeune parce que, vous voyez, demain par exemple, je vais aller chez un jeune parce qu'il a des difficultés pour ranger chez lui. Et il a besoin d'aide pour pouvoir lancer en fait le rangement et peut-être que je puisse l'aider à s'organiser après dans sa semaine pour peut-être en faire un petit peu tous les jours ou essayer de bien identifier toutes les tâches qu'il y a à faire. Ensuite, je rentre au service pour manger, puis je vais voir un jeune qui est peut-être en début de prise en charge et qui préfère que je le voie dans un bureau parce qu'il ne veut pas trop que j'aille chez lui. Et donc là, je vais faire un entretien et puis toujours on travaille sur ses difficultés et comment en fait moi je peux l'aider en fait à aller mieux ou à faire en fait aussi les objectifs qu'il souhaite parce qu'on travaille beaucoup avec ce que le jeune souhaite faire. Ensuite, je vais peut-être aller rencontrer un jeune dans un café à la sortie des cours parce que ce jeune-là, c'est plus simple dans son organisation pour que je le rencontre. Et puis là, on va discuter, échanger, voir comment s'est passée sa semaine, s'il y a des difficultés, comment ça va au niveau des symptômes. Parce que ça aussi, comment le jeune va par rapport à ses symptômes, c'est un peu comme ça qu'on commence tous les entretiens, comment ça va. Et puis après, on échange sur, ça dépend de chaque jeune, chaque jeune et ses difficultés ou ce qu'on est en train de travailler. Et puis après, on va dire que l'après-midi, dans notre travail, il y a aussi l'animation des groupes. Tous les case managers animent des groupes.
Et donc, moi, j'anime par exemple le groupe pour les jeunes qui sont à haut risque de transition. Et c'est un groupe où on échange sur les symptômes et comment on peut faire pour identifier ces symptômes, quoi faire quand j'ai des symptômes, comment je m'aide à m'organiser. Voilà, c'est assez général et c'est un groupe de 10 à 14 séances. Et donc, j'anime ce groupe avec une collègue. Et là, voilà, ma journée, elle est finie. Si j'ai le temps, je revois un autre jeune encore, parce que c'est beaucoup d'entretiens individuels quand même. Mais une partie de groupe et une partie d'évaluation surtout. Voilà comment elles se déroulent les journées. La journée d'un psychiatre est beaucoup plus fade puisque je fais des consultations essentiellement donc en bureau. Je vois beaucoup de jeunes en premier rendez-vous après les évaluations des case managers. Donc généralement le case manager vient dans le bureau avec moi lorsque je vois le jeune pour la première fois. Avec la famille ou pas, tout dépend de la volonté du jeune. Mais généralement, les familles sont entendues en amont ou sur le moment afin de recueillir la vision des difficultés de leurs jeunes. Ce qui est parfois différent de la demande du jeune. En fait, la demande du jeune n'est pas forcément la même que celle de la famille. Et souvent, on a besoin d'avoir plusieurs demandes pour mieux aider le jeune et mieux l'accompagner. J'ai aussi des réunions puisque nous faisons dans l'équipe des projets de soins, donc avec tous les partenaires qui rentrent dans la prise en charge du jeune, avec aussi sa famille. Et puis je réponds aussi aux urgences de mes case managers par SMS, puisque quand ils sont en difficulté avec un jeune, ils m'envoient un SMS ou ils m'appellent sur mon portable pour essayer de régler la situation le plus rapidement possible en évitant de passer par les urgences psychiatriques. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier ? Des fois, c'est aussi de prendre de la distance par rapport aux situations et de pouvoir réussir. Des fois, ça ne marche pas ce qu'on fait, en fait. Et du coup, des fois, c'est aussi réussir à prendre du recul et changer la manière dont on travaille. Et peut-être pas prendre trop à cœur quand ça marche pas. Et du coup, ça passe aussi par le travail en équipe pour se repositionner. Parce que des fois, on fait pas toujours la bonne façon, on n'a pas les bonnes cartes ou la bonne vision sur une situation. Et donc ça, c'est ce travail-là de se remettre en question et de réussir à se réajuster. C'est difficile, mais c'est important. Mais c'est pas toujours facile à faire. Donc moi, je dirais que c'est ça ma difficulté. Pour moi, dans mon métier de psychiatre, d'avoir cette grande flexibilité avec parfois en fait, ce qui se passe, c'est je gère des consultations programmées, mais aussi il faut répondre à l'urgence. Il faut aussi intervenir sur différents lieux, parce que je ne m'occupe pas uniquement de l'équipe mobile de soins intensifs. Je m'occupe aussi de la consultation de secteurs, de patients adultes, des réunions. Enfin, ce ne sont pas les jeunes patients dont je m'occupe qui sont les plus compliqués à gérer. Je dirais ce sont plus les tâches administratives, la lourdeur pour mettre en place des programmes de soins où on sait qu'il fonctionne, puisqu'il marche dans d'autres pays. Et, pour vous donner un exemple, cette équipe mobile, elle existe depuis 2010, mais elle n'a pu être reconnue auprès des instances, donc l'Agence régionale de santé et auprès de notre CHU, que dans les années 2019. Donc on voit bien la lourdeur administrative, et alors qu'on sait que ces soins sont déjà mis en place dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, en Australie, et fonctionnent très bien et aident beaucoup de jeunes à ne pas transiter vers un premier épisode psychotique, ou alors à bien prendre en soin leur premier épisode psychotique, à éviter la chronicité. La chronicité, par exemple, vous connaissez tous la schizophrénie, la bipolarité. Eh bien, si on prend en soin un jeune dès le début de ses symptômes psychotiques, on peut éviter cette transition vers une pathologie chronique. Comment on se protège face à la souffrance des patients que vous accompagnez ? On se protège en échangeant en équipe et en parlant de ses ressentis avec les collègues. C'est pour ça qu'on travaille en équipe et que c'est très important de pouvoir échanger sur les situations qui nous sont difficiles ou sur les choses qui nous posent question. Et donc ça, c'est le commun, je pense, ça je vais vous faire une vraie réponse de travailleur social, mais
le travail social, ça passe par le travail en équipe aussi pour ça. Ajuster ses pratiques et faire face aux situations difficiles. On n'est pas tout seul et donc on peut toujours compter sur les collègues pour nous écouter, échanger avec nous sur les situations. Les collègues, j'englobe toute l'équipe, que ce soit les psychologues, les neuropsychos, les médecins et les case managers. Donc c'est comme ça qu'on fait face aux situations qui sont dures. Il y en a, mais rien n'est insurmontable quand on est dans une équipe avec qui on peut échanger. Dans notre équipe, on a une réunion hebdomadaire le vendredi de 11h à 13h. Elle est pluridisciplinaire. Tous les membres de l'équipe sont obligatoirement présents et on évoque les situations difficiles de prise en soin, mais aussi le ressenti des professionnels vis-à-vis de la prise en charge d'un jeune. Et effectivement, on est 2 médecins dans l'équipe, un chef de clinique, Charles, qui travaille avec moi. Et on n'a plus notre casquette de médecin. On est vraiment des individus et on essaye de résoudre en fait les difficultés de chacun. Et je peux me retrouver en difficulté vis-à-vis d'une prise en soin. Ce sont les infirmiers qui vont m'aider à gérer cette prise en soin. Si un éducateur est en difficulté, ça peut être le neuropsychologue qui va l'aider à gérer. C'est vraiment important d'avoir ce temps d'échange, de temps de réunion pour débriefer des situations complexes et difficiles. Que répondez-vous à une personne qui dit qu'en psychiatrie, personne ne m'a écouté, qu'être enfermé dans une pièce pour se soigner, ça n'aide pas? Moi, je dirais, je suis désolé qu'elle ait eu ce ressenti. Malheureusement, il arrive que les personnes qui passent par l'hospitalisation aient ce ressenti. C'est effectivement une question très, très vaste. Moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est la première rencontre. La première rencontre avec un jeune ou un moins jeune qui aurait besoin des services de psychiatrie parce qu'il ne se sent pas bien, parce que sa santé mentale est en berne. Eh bien, c'est vraiment ce premier contact, dans ce premier contact que va commencer le travail sur l'alliance thérapeutique. Tout dépend de notre position de soignant. Cette position de soignant doit vraiment s'ajuster à la personne qu'on a en face de nous, avoir une empathie qui soit perçue par la personne qui est en souffrance et qui vient vers nous, des propositions et des objectifs de soins qui soient cohérents et avec la demande et les attentes de la personne que l'on a en face de nous. Il faut vraiment privilégier cette rencontre. Et quand Erwan disait tout à l'heure qu'il recevait un jeune en évaluation pour la première fois et il passait du temps avec, et c'est effectivement, je pense que la réponse serait le temps, prendre le temps de bien connaître la personne et de lui proposer d'atteindre les objectifs qu'elle veut réaliser. Et peut-être qu'en prenant ce temps et en ne loupant pas cette première rencontre, le vécu d'une hospitalisation, si elle est nécessaire, serait différente. Puisqu'on a des jeunes qui viennent en consultation pour la première fois, qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés et qui peuvent être traités en ambulatoire avec des médicaments, mais d'autres ont besoin d'être hospitalisés et cette hospitalisation se prépare et généralement ça se passe très bien. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui ne se sent pas bien ? Le premier conseil, j'ai envie de dire, c'est de trouver quelqu'un à qui en parler, que ce soit un ami, un professionnel de soins, un prof, un parent, quelqu'un avec qui on se sent en confiance et assez à l'aise pour évoquer au maximum ce qui ne va pas. Ça, c'est vraiment en fait la première étape, pour moi en tout cas. Après, il s'agira d'essayer de... Mais ça vient en second plan, en fait, d'essayer de peut-être identifier une structure de soins. Alors, quand vous dites un jeune, mais moi, spontanément, la chose qui me vient, c'est la maison des ados. C'est de pouvoir solliciter quelqu'un pour évoquer justement ce mal-être et quelqu'un de confiance. Oui, donc Erwan a raison. Je pense qu'il faut vraiment un jeune qui présente une difficulté doit en parler. L'isolement est très mauvais et lorsqu'on a une problématique et quand on s'isole, eh bien on a tendance à grossir cette problématique et on va avoir des biais, ce qu'on appelle des biais cognitifs avec des croyances qui vont grandir et avec des émotions qui vont se mêler, des émotions qui vont devenir négatives et on va de plus en plus s'isoler. Donc vraiment d'en parler à
à n'importe qui. Et je pense que c'est en parlant que, d'une part, le sujet va se sentir mieux et en plus, la société, les citoyens vont comprendre que des personnes peuvent vivre des moments où ils vont pas bien et ils ont besoin des autres. Et d'ailleurs, il y a une campagne de publicité là, sur la télévision qui passe sur est-ce que, et je trouve ça très bien, est-ce que si vous n'allez pas bien, qui peut ne pas aller bien? Et en fait, ils disent moi, lui, tous. Et qui peut aider? Moi, lui, tous. Et je pense que vraiment, c'est la réponse. Il faut pas, on est dans une société, donc il faut que toutes les personnes puissent s'entraider. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions.